Facebook pour la zone subsaharienne. Monsieur Maxime Da, qui est directeur technique au sein de la CIL et qui remplace, et merci Monsieur Da, Madame Ouadraogo, qui, pour des raisons personnelles, n'a pas pu nous rejoindre. Je pense que nous aurons dans quelques instants l'honneur d'avoir la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire, Madame Miss Belmonde Dogo. Alors peut-être une première question, puisqu'elle s'adressait à Madame Belmonde Dogo. Peut-être une question pour vous, Madame Ferjani. J'ai fait une petite introduction. Peut-être vous pourriez nous donner un état des lieux assez général sur la condition de la femme et puis la condition de la femme dans le numérique. Et puis après, on ira un petit peu plus en profondeur pour voir comment le digital peut aider. Je vous invite à vous êtes en muet, donc si vous voulez bien activer votre micro. C'est vrai. C'est bon là? D'accord. Parfait. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous les participants. Bonjour aussi à tous qui nous suivent. Merci pour cette invitation. La condition de la femme en Afrique et au Niger particulièrement où je vis, elle s'améliore. Elle s'améliore. Il y a beaucoup de programmes d'autonomisation pour la femme sont mis en place. Les quotas concernant les femmes dans les instances décisionnelles sont revus à la hausse, bien que le quota normal n'a pas encore été atteint, mais c'est revu à la hausse. Et le digital est en train de prendre une place de plus en plus importante dans cette autonomisation de la femme, dans les activités, dans toutes les activités que les femmes peuvent mener pour s'émanciper. Le digital est en train de prendre une grande place. Ce que je peux dire en tout cas concernant là où je vis. Voilà. Peut-être, Madame Ferjani, comme je vous ai là directement en ligne, peut-être vous pouvez expliquer ce que vous faites au sein de Medcom rapidement, puis après ça me permettra de basculer vers le CECAF et Monsieur Kofi. D'accord. Au sein de Medcom, c'est une ONG qui d'abord qui lutte pour la promotion de la femme du point de vue santé, bien-être et la protection de la jeune fille, la protection dans sa santé, la protection dans sa scolarité. Et nous avons posé plusieurs actions dans ce sens-là. C'est un des principaux objectifs de l'ONG et les activités qu'on mène depuis sa création, c'est surtout la lutte contre les maladies non transmissibles dans les populations défavorisées du Niger. Voilà. Alors, merci Madame Ferjani. Monsieur Kofi, si vous m'entendez, je pense qu'en attendant Madame Belmonde Dogo, comme vous allez la représenter, puisqu'elle est occupée actuellement, est-ce que vous pouvez peut-être nous dresser un portrait en Côte d'Ivoire de la condition de la femme et de son impact grâce au digital et puis des évolutions possibles avec les réseaux sociaux, si vous voulez bien, si vous m'entendez. Si vous pouviez activer votre micro, Monsieur Kofi. Alors, je pense qu'on n'a pas Monsieur Kofi en ligne. Donc, Monsieur Da, je ne vous ai pas oublié, hein, je vais faire honneur aux femmes jusqu'au bout et après, je vous poserai une question. Good morning, Sylvia. It's a pleasure to be with you. So as you can see, we have some of the speakers that are not available at the moment. So it changed a little bit the order of my question. I have a quick question I asked already to Madame Ferjani regarding the women's situation in Niger, and she explained me a little bit about the NGO organization and what she's doing. Maybe I can ask from a Facebook and private company point of view, what is your vision before going straight forward to in details about what Facebook is doing? Maybe just to give what is your feeling regarding women condition in Africa with the digital and social media in particular. Okay.
Thank you so much for the introduction, and I'll also just take a second here to introduce myself to the participants taking place in this call. My name is Sylvia Musalagani, and I'm part of Facebook's safety policy team, where I lead our safety policy efforts in the MENA region, which is Middle East, and the Africa region. And so that what this basically means is I work with both internal team of experts and external experts on developing our policies, our products, and our resources that help our users stay safe on our platform. And on to your question about what we're seeing in terms of women using the Facebook platform in Africa. So I can say that more and more women are getting online, more and more women are looking for voice, and online platforms provide them with these spaces where they can get a voice. More and more women are engaged in economic activities. And so we're seeing Facebook giving women this opportunity to engage and do business on our platforms. And more women are building communities of solidarity with each other, which we see Facebook and our other platforms, Instagram and WhatsApp, also being very important places or platforms where women can engage and build communities around each other. We're seeing as more women move online, they're finding voice. So a lot of them are interacting and finding a voice that they didn't have. They're finding these economic opportunities where they are being linked to markets that they didn't know existed. They're getting advice on personal development, career development, building communities that are important to them. So our platforms are increasingly becoming popular in the region because our women users are seeing them of value. Okay, thank you, Sylvia. Maybe Balkissa, if you can hear me, could you please translate for the audience, if you are here? Okay, so we will wait also for Balkissa. I think she will join later. Let's continue in English, Sylvia, and I promise you, Maxime, je reviens vers vous, promis, juste après. Just, Sylvia, you mentioned Balkissa. Perfect. Hi, sorry, I think I had some issues with my mic, but I was online. Okay. Donc, je vais traduire pour Sylvia. Merci pour l'introduction. Je vais prendre une seconde pour me présenter. Je me nomme Sylvia. Je fais partie de l'équipe politique de sécurité de Facebook et je couvre l'Afrique et le Moyen-Orient. Je travaille, cela veut donc dire que je travaille avec des équipes d'experts en interne comme en externe pour développer nos produits, nos politiques afin d'assurer la sécurité de nos utilisateurs sur la plateforme. En ce qui concerne maintenant la condition, l'utilisation de nos outils par les femmes, ce que je peux dire, c'est que de plus en plus de femmes se connectent, viennent en ligne pour bénéficier des avantages qu'offre l'Internet. De plus en plus de femmes se connectent en ligne pour faire du business, pour créer des communautés de solidarité avec d'autres femmes. Et dans ce cadre-là, on voit véritablement que l'ensemble de nos plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, WhatsApp ou Messenger, sont de plus en plus utilisées par les femmes pour créer ces communautés-là et collaborer ensemble. Les femmes viennent sur notre plateforme parce qu'elles ont là une voix qu'elles n'avaient pas avant et elles ont la possibilité d'amplifier leur voix sur nos plateformes, de vraiment se connecter à des opportunités économiques qu'elles n'avaient pas, se connecter avec des marchés avec lesquels elles n'avaient pas de connexion auparavant, recevoir des conseils sur le plan personnel en termes de carrière également. Et donc, nos plateformes deviennent de plus en plus populaires sur le continent, notamment à cause des bénéfices, des avantages qu'elles offrent aux femmes. Merci Balkissa. Monsieur Da, je vous remercie, je le redis à nouveau, de remplacer au pied levé Madame Ouedraogo qui a un petit souci personnel. Vous êtes le représentant de la Commission Informatique et Liberté, si je ne me trompe pas, au Burkina Faso. Et rentrons directement dans le concret. Peut-être pouvez-vous nous dire quelles sont les principales menaces que les femmes en particulier ont à faire face, et deux,
est-ce qu'il y a déjà un cadre réglementaire, voire quelques régulations qui sont en place, au moins au Burkina Faso et peut-être en Afrique si vous avez des informations? D'accord, merci bien à vous, M. Georges. Alors, pour une petite genèse, il faut dire que il y a effectivement un cadre réglementaire et législatif qui a été mis en place en 2004 à travers l'adoption d'une loi. Le pouvoir législatif a adopté la loi portant protection des données à caractère personnel et qui, en fait, dans son application est générale, n'est pas spécifique ni aux enfants, ni aux femmes, mais à tout citoyen, parce que nous sommes tous embarqués dans cet univers du numérique. Et donc, il y a des menaces, effectivement, parce que, vous savez, Internet est venu avec des avantages, beaucoup de services, mais malheureusement, il y a les formes de criminalité que nous connaissons qui se sont transformées dans le numérique, dans cet espace en cybercriminalité, en cyberdélit. Et les femmes comme les enfants sont tous exposés à ces différents cybermenaces. Et donc, l'État a mis en place l'autorité qui est la CIL, qui a commencé à être fonctionnelle depuis 2007, et justement qui a des missions spécifiques, notamment la sensibilisation, la gestion des plaintes, et aussi des missions de contrôle par rapport à la mise en œuvre des traitements. Pour ce qui est des femmes, depuis notre mise en place et notre début de fonctionnement, il faut dire que nous avons effectivement enregistré beaucoup de cas de plaintes, de mauvais usage justement de ces réseaux sociaux-là, non seulement que ce soit au niveau des femmes, et aussi des jeunes et des adolescents. Alors, qu'est-ce que sont ces menaces? D'abord, il faut d'abord dire d'une manière générale, l'Afrique est exposée à cette question de fracture numérique. Tout récemment, Internet a commencé. C'est vrai que l'appropriation des TIC n'a pas été très évidente pour nous. Et de plus en plus, lorsqu'on arrive à les utiliser, les femmes sont d'abord mises en minorité dans l'utilisation de ces outils-là. Et pour plusieurs raisons, des questions de famille souvent, parce que les filles ou les femmes sont souvent mises en arrière-plan. Deuxièmement, lorsqu'elles commencent à utiliser, tout comme les jeunes, il y a justement un certain manque de savoir, de maîtrise de ces technologies-là. Donc, certaines vont sur des plateformes, notamment Facebook. Et Madame, il est témoin, on gère un peu les plaintes ensemble. Et certaines se disent que, par exemple, sur la toile, elles peuvent avoir l'âme sœur. Et nous avons connu des cas où, malheureusement, certaines de nos sœurs ont pensé avoir l'âme sœur en Europe. Elles se sont fait piéger lorsqu'elles se sont retrouvées. Alors, on a retiré un certain nombre de leurs documents et elles ont été livrées à des réseaux de prostitution. Certaines se disent aussi, bon, on peut publier des photos de nos aisances, c'est-à-dire de nos opulences, en vue de, justement, avoir des amis. Et certaines sont tombées dans les pièges, parce qu'à force de rencontrer des inconnus, on a eu des cas, malheureusement, au Burkina, ici, où les filles ont quitté leur famille, se disant que, bon, c'est un ami invisible, un amoureux sur la toile qu'ils devaient rencontrer, et il y a eu des cas, malheureusement, d'enlèvement et de décès. Et c'est la même chose aussi au niveau des jeunes, des enfants notamment, parce que plein ne sont pas bien préparés. Et les parents aussi, bien entendu, comme on parle de facture numérique et de savoir numérique, beaucoup de parents n'ont pas travaillé à avoir cette matière, cette connaissance du numérique et n'arrivent pas effectivement à accompagner leurs enfants dans une certaine éducation. Ça fait que les enfants sont très souvent laissés à eux-mêmes et donc ils s'exposent à certains pièges, à certains risques et les conséquences sont là. Et justement, le rôle de la commission, c'est de travailler à corriger et à soigner l'identité numérique des citoyens burkinabés. Merci, merci Monsieur Dan. Vous l'avez répété déjà plusieurs fois, ça passe par une éducation. Et ce qui est important et que vous avez mentionné, l'éducation des parents pour la sensibilisation et une éducation des femmes et des enfants et des jeunes filles, en l'occurrence pour la partie des plus jeunes. Madame Ferjani, est-ce que vous souhaitez rajouter un petit peu quelques propos sur les menaces qui touchent particulièrement les femmes et nous donner peut-être quelques exemples et de réussite de vos services pour essayer d'éduquer ces femmes à se protéger sur les réseaux sociaux? Alors, il faut encore que vous débloquiez votre micro. Non, vous êtes encore en muet, Madame Ferjani. D'accord. Voilà, parfait. Voilà, là c'est bon? Okay. Oui, je vous écoute. Partout, les chiffres montrent que les femmes, elles sont les plus grandes cibles dans tout ce qui est cyberharcèlement, intimidation, chantage, surveillance, extorcation de données personnelles, privées.
à des fins inavouées, ce sont les femmes qui sont le plus, elles sont les plus grandes cibles et les jeunes filles. Dans toutes les statistiques, cela est prouvé et c'est lié même à la condition de la femme, c'est lié à ce comportement de la femme qui fait qu'elle a peur du scandale, peur de porter plainte. Et puis, il y a toute cette absence ou cette inadéquation des lois concernant la protection des utilisatrices de ces réseaux sociaux. C'est vrai que Facebook, ici en tout cas, Facebook et WhatsApp ont été les réseaux sociaux qui ont conduit le plus à des scandales, à des harcèlements dont on a eu vent. Et bien que le taux de pénétrance, le taux d'utilisation de l'Internet ici au Niger n'est que de 22%, mais comme cette pénétrance va aller en évoluant, vu l'impact et l'utilité de l'Internet, je pense que ces menaces vont être encore plus grandes et plus présentes. C'est pour ça qu'il est très important, c'est vrai, d'initier déjà à l'avance des programmes de prévention pour encadrer tout ça. Concernant les lois, je voulais juste rajouter, au Niger, il y a une loi qui a été promulguée par l'Assemblée nationale il y a peut-être il y a un an exactement, c'était le 25 juin 2019, et cette loi visait à encadrer toutes les infractions qui pouvaient être commises en ligne et déterminer ces différentes infractions et déterminer les peines que les utilisateurs pouvaient encourir. Donc déjà, avec cette loi, ça a permis un peu de montrer aux gens qu'ils pouvaient avoir recours à la justice. Mais bon, ce n'était pas spécifiquement pour les femmes et les filles, mais en tout cas, il y a une loi qui existe et on peut recourir à la justice en cas de cybercriminalité, de cyberharcèlement. C'est déjà très important. Concernant notre ONG, ce que nous faisons digitalement pour la femme et la jeune fille, nous avons créé un site médical destiné à promouvoir la santé africaine, la santé en Afrique. Et c'est un site médical qui s'appelle MedAfrica et sur lequel nous avons défini tout ce qui peut entraver la santé des gens. Et nous avons un grand programme de prévention, de promotion de la santé concernant les femmes, les filles, les jeunes filles, etc. Écrit, totalement rédigé en français facile pour que tout le monde puisse le comprendre, avec une plateforme de consultation, de demande de conseil directement avec une équipe d'experts qui est derrière son ordi et qui répond à toutes les questions. Et sur ça, nous avons beaucoup de questionnements de jeunes filles, de femmes concernant des problèmes qu'elles vivent dans leur milieu, qu'elles vivent psychologiquement ou physiquement. Et c'est pour nous, c'est vraiment un bon point pour ce site-là. Et ce site s'appelle med.africa. Voilà. Merci Madame Ferjani. Avant de basculer sur Monsieur Kofi, s'il veut bien intervenir, juste vous avez mentionné tout à l'heure une inadéquation des lois. Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu, si vous vous souvenez de ce que vous vouliez dire? Je voulais simplement dire qu'il y a des lois qui existent concernant, dans les différents pays africains, il y a des lois qui existent, mais il y a tout un vide juridique. Et les lois qui existent, elles englobent un peu tout, elles ne sont pas très précises. Concernant par exemple, tout ce qui est dans
tout ce qui est compris dans le cyberharcèlement des femmes, qui va de l'extorcation des photos indécentes jusqu'à la surveillance, etc. Tout n'est pas très clair dans ces lois. Donc, aujourd'hui, elles sont devenues inadéquates. C'est parfois des lois qui sont prises dans un ensemble et qui datent de 10 ans. Et nous voyons que de plus en plus, tout ce qui concerne menaces sur les réseaux sociaux, tout ce qui menace les femmes et les filles, aujourd'hui, c'est de plus en plus défini, c'est de plus en plus décrit. On a fait, les gens ont vécu beaucoup de problèmes sur ça. Donc, ça a de plus en plus un visage. Tout ce qui peut arriver à une femme, tout ce qui peut arriver à un enfant derrière son écran est de plus en plus décrit parce qu'il y a des exemples nombreux. Et les lois qui sont là, elles sont générales, elles sont un peu floues, je dirais. Et de plus en plus, nous devrons aller vers la précision des faits, la précision dans les infractions, dans tout ce qui peut être réprimande pour ces infractions, etc. Et surtout, les communiquer, que les gens sachent qu'il y a des lois qui sont très précises et auxquelles on peut avoir recours en cas de menace. Voilà. Merci Madame Ferjani pour cette précision. Monsieur Kofi, si vous m'entendez, si vous pouviez basculer votre micro en mute, parfait. Est-ce que vous voulez bien nous dresser aussi un petit point de situation sur la Côte d'Ivoire? Et je ne sais pas si vous m'aviez entendu juste avant, l'idée était de dresser un petit peu la situation de la condition de la femme en Côte d'Ivoire et puis l'impact des réseaux sociaux sur son autonomisation. Je voudrais intervenir un peu. À l'instar des autres pays, la Côte d'Ivoire a voté des lois pour traquer tout ce qui est cybercriminalité. Il y a un département de la police nationale qui traque même en ce moment tout ce qui est tout ce qui est cybercriminalité, harcèlement sexuel. Tout cela, à l'instar des autres pays, la Côte d'Ivoire a des lois pour traquer tous ces criminels. C'est un peu partout, c'est pas forcément en général, c'est dans tous les pays. Les lois existent, mais c'est l'application qui pose un peu de problème. Sinon, les lois existent. C'est ce que je voulais dire. D'accord, merci. Merci, Monsieur Kofi. I will switch in English because Madame Ferjani just mentioned Facebook. So when you are a success application, then you have also some critical question. She was referring of Facebook as a principal vector of potential threat for women. Success means also difficulties. Just before elaborating on this, Sylvia, maybe you can explain us a little bit about what Facebook is doing regarding literacy and the protection of and safety with the women within the platform. Okay, thank you for that the question. I do expect a lot of criticism to come even in such conversations. So in terms of what we're doing around digital literacy and online safety for women in particular, I'd like to just start by saying that we take the issue of safety on our platform very, very seriously. And because we see it as our job to provide a space where people can connect and share what is important to them, but at the same time, we have to make sure that they are doing this in a safe environment that is free from abuse. We recognize the various safety challenges that women in particular go through as they are engaging on online platforms. And a lot of these challenges we're seeing are emanating from like offline abuses making their way to online abuses. And because of the scalability of content on online platforms, we are seeing a huge impact on women, especially when they are engaging on online platform. And so we have in place policies, tools, and resources, as well as products that have been put in place to ensure that the experience of women online is safe and they have the control over their experiences on our online platforms.
First, we have the policies that have been put in place to prevent women from bullying and harassment, to prevent the non-consensual intimate images sharing, commonly referred to as revenge porn, that we're seeing being used to abuse women on online platforms. We have policies around human trafficking and sextortion that prevent this from happening. The greatest challenge that I see in enforcing our policies is that reporting is sometimes low, and especially from the sub-Saharan African region. And this can be because of various reasons. Biggest reason being awareness on the existence of the reporting tools on our platforms. So for us to be able to action any policies or enforce any policies that would ensure that women are protected on our platform, we have to receive those reports. So we have to receive the reports from our users, from the partners that we work with, and engaging with them more and more enables us to also understand the various issues that women are facing. But now, with the law reporting issues, and we've identified this as an issue, so what we're doing around this is making available resources that will ensure there's more education on reporting. So working closely with partners on the ground, partners in sub-Saharan Africa in particular, to educate women, to educate girls on how they can keep themselves safe online by being aware about our policies that have been put in place to protect them and the tools that would enable them to protect themselves online. And finally, in terms of digital literacy, we have programs on digital literacy, and these programs focus not just on the adult users on our platforms, but also on the young users, because we do identify that young people are getting on our platforms. 13-year-olds are using our platforms, and they need to have this knowledge on online safety awareness. And so we have partnered with various organizations within the continent to create awareness on online safety, on digital literacy and digital citizenship, and do this, catch them when they're still young. So even as they interact with each other, they know what is appropriate interaction, what is inappropriate interaction, what is appropriate content, what is inappropriate content, and what is appropriate contact, and what is inappropriate contact. And so these are some of the efforts that we are doing, but we also recognize that we need to do more. And that's why we have these conversations with experts like yourself, just to ensure that we are listening, we're hearing, and we continue to engage and improve our policies, our tools, and our resources around this. Yes, thank you, Sylvia. Thank you very much for your explanation. Balkissa, again, if I can have your support for the translation. Ok. Merci pour la question. En prenant part à des discussions similaires, je m'attends bien évidemment à des critiques comme celle-là. Donc, notre plateforme étant de plus en plus utilisée dans la région par des femmes et des jeunes filles, y compris pour les bénéfices et les avantages qu'ils représentent, nous voyons au fur et à mesure que les abus qui ont lieu hors ligne, dans le monde réel, se feraient un chemin pour se faire de la place en ligne. Et nous sommes conscients de cela. Néanmoins, il faut voir qu'en raison de l'évolutivité de l'Internet, de l'utilisation croissante des réseaux sociaux, cela représente et a un impact indéniable sur les femmes. À Facebook, nous avons mis en place une stratégie holistique qui nous permet véritablement de renforcer la sécurité des femmes et des jeunes filles lorsqu'elles sont sur notre plateforme. Ainsi, nous avons mis en place des politiques de contenu, des outils, des produits et des programmes et bien entendu des partenariats avec différents acteurs pour nous permettre de pouvoir offrir un environnement sécurisé pour la femme et aussi lui permettre d'avoir le contrôle sur l'expérience qu'elle a en ligne. Donc, en parlant de nos politiques de contenu, nous avons mis en place des politiques de contenu qui couvrent un ensemble d'abus dont les femmes peuvent être victimes en ligne, que ce soit l'utilisation de photos de nudité à des dessins de menaces ou de harcèlement ou d'arnaque en ligne, que ce soit
le partage de contenu illicite sans consentement. Nous avons mis en place des politiques qui gèrent tout ce type de contenus qui sont partagés, qui peuvent être partagés en ligne et causer du tort aux femmes et aux jeunes filles. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons aussi mis en place un outil de signalement qui permet aux utilisateurs de signaler lorsque des contenus semblables sont publiés en ligne. Néanmoins, dans la région Afrique subsaharienne, on constate que le taux de signalement est très faible. Nos études nous ont montré que cela est dû principalement au fait que les communautés ne savent pas comment utiliser l'outil de signalement et ne connaissent pas leur utilisation. Moi, comme vous devez le savoir, c'est que pour nous, pour pouvoir prendre action sur un contenu, il faut qu'on puisse nous le signaler, qu'il soit apporté à notre attention. Et le fait que nous recevons ces signalements nous permet également de mieux comprendre les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées quand elles sont sur nos plateformes. Donc, pour faire face à ce faible taux de signalement sur notre plateforme, nous collaborons avec différents partenaires pour pouvoir mettre à la disposition des femmes et des jeunes filles des ressources des ressources d'éducation et de sensibilisation sur notre outil de signalement afin qu'elles puissent véritablement avoir le contrôle et signaler pour que nous puissions prendre action. Nous avons également mis en place différents ressources d'alphabétisation numérique, également des programmes qui se focalisent non seulement sur les adultes, mais aussi sur les adolescents, parce que les adolescents de 13 ans et plus peuvent se connecter à notre plateforme. Nous associons diverses organisations pour nous aider vraiment à éduquer la femme et aussi la jeune fille sur l'utilisation responsable et consciente de nos outils et de l'outil Internet. Et ainsi, nous espérons vraiment que la femme et la jeune fille auront les compétences nécessaires pour pouvoir identifier lorsqu'elles sont en ligne, qu'est-ce qui est un contact approprié, qu'est-ce qui est inapproprié, un contenu approprié, un contenu inapproprié, un comportement approprié et un comportement inapproprié. Nous reconnaissons que nous avons encore beaucoup à faire pour assurer la protection des femmes et des jeunes filles et nous continuons dans cette lancée-là. Nous continuons régulièrement à améliorer notre manière vraiment de protéger la femme en ligne et en collaborant, en participant à des échanges. Ainsi, ça nous permet de mieux approfondir notre compréhension, de mieux comprendre les défis et de pouvoir mettre en place des outils appropriés pour pouvoir faire face à ces défis-là et permettre aux femmes et aux jeunes filles de vraiment bénéficier de tous les avantages que l'Internet, nos plateformes peuvent leur offrir en courant le moins de risques possible. Alors merci beaucoup Balkissa pour cette traduction et ces précisions. On le voit, Facebook travaille d'arrache-pied pour l'éducation. On le voit aussi qu'ils peuvent utiliser des partenariats et des systèmes de sensibilisation. Monsieur Da, en tant que directeur technique au sein de la CIL, peut-être vous pouvez nous rappeler un petit peu les grandes règles de cybersécurité, puisqu'on est à la frontière un petit peu pour la protection, et puis nous dire ce qui se passe particulièrement au Burkina Faso. Alors, vous êtes en muet, Monsieur Da, vous êtes en muet. D'accord. C'est bon? Parfait. Alors, pour les grandes règles de cybersécurité, vous le savez, en matière de protection de l'information, la donnée, le premier maillon, c'est soi-même en fait. Parce que nous générons beaucoup de données et vous savez que l'éthique aussi, ce sont nos compagnons et nous avons l'habitude justement de leur confier la plupart de nos données. Donc, c'est la première règle de la cybersécurité et où la protection des données, c'est de savoir ce qu'on doit partager et ce qu'on ne doit pas partager pour ne pas justement s'exposer sur la toile et ne pas être victime. Alors, au niveau du Burkina Faso, comme on parle de la condition de la femme et de l'usage d'éthique, il y a justement des politiques, un certain nombre de politiques qui a été mis en place depuis des années. Et on compte un ministère de la femme et de l'action sociale qui justement accompagne les associations et les femmes justement dans leur développement. Il y a en termes
lutte contre la cybercriminalité, des organes que l'État a mis en place, notamment l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui tout récemment aussi a été renforcée par la mise en place d'une brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Tous ces organes viennent en fait assainir un peu l'écosystème national en termes de dérives ou justement de délits ou d'impact négatif sur la toile. Justement, nous avons eu la chance, Madame Idé étant là, depuis 2 à 3 ans, nous avons eu une convention avec eux qui nous facilite un peu le traitement des plaintes, justement, que ce soit les internautes qui sont victimes de certains actes d'abus. Nous saisissons justement Facebook à travers cette convention-là qui facilement nous aide à supprimer les informations. Il y a aussi le Conseil supérieur de la communication qui a comme mission de réguler un peu les médias en ligne, c'est-à-dire les informations souvent malsaines qui se retrouvent pour des cas de diffamation. Je voudrais aussi apporter un élément sur une question sur laquelle je n'ai pas pu intervenir. Quel usage les femmes font des réseaux sociaux? Parce que j'ai effectivement abordé les aspects négatifs. Je ne voudrais pas être un oiseau de mauvaise augure. Il faut dire qu'au Burkina Faso, nous aussi, on encourage les femmes qui arrivent à utiliser de manière un peu, on va dire, raisonnée ou raisonnable ces plateformes-là. Parce qu'en même temps, Facebook est une opportunité, c'est un modèle économique. Nous avons vu des femmes créer des pages Facebook sur lesquelles elles mettent en fait leurs articles ou leurs boutiques. Vous savez, aujourd'hui, c'est pour créer une société, une entreprise et pouvoir faire la médiatisation. Ce n'est pas aussi évident. Le siège social, ça coûte ce que ça coûte. Donc, certains commerçants ou certaines commerçantes ont digitalisé justement ce marketing-là et arrivent à avoir de la clientèle. Et vraiment, beaucoup de dames arrivent aujourd'hui à s'en sortir grâce à cette plateforme. Et donc, au niveau de la CIL, je m'en voudrais de ne pas aborder ce point-là, parce que depuis 2014, il y a un programme qui a été mis en place sur l'éducation numérique à l'endroit des jeunes, des élèves, des étudiants et justement des jeunes filles. Donc, à travers ce programme, nous nous déployons dans les 13 régions du Burkina. C'est vrai qu'il y a des régions qui sont en instabilité sécuritaire. Nous nous déployons dans les régions en fonction d'un calendrier annuel que nous mettons en place avec pour objectif spécifique d'attirer l'attention des jeunes sur les dérives de ces outils-là et leur inculquer les règles ou leur inculquer les règles de cybersécurité, c'est-à-dire de bon usage de ces différentes plateformes. Aussi, il y a une action qui est en cours avec le ministère de l'Éducation nationale. La CIL vise justement l'élaboration d'outils spécifiques, pratiques pour l'éducation. D'abord, l'insertion de l'éducation numérique dans les curricula des plus jeunes jusqu'au niveau des universités et faire en sorte que les encadreurs et les parents aussi d'élèves à travers leur association puissent avoir la matière pour justement mieux accompagner les jeunes et les filles dans l'usage des technologies de l'information. Merci. Merci, monsieur. Là, du coup, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied parce que depuis tout à l'heure, on discutait d'éducation. Non, c'est très bien, vous me faites une jonction parfaite. On discutait d'éducation et j'entendais pas le mot école. On entendait partenaires privés, organisations comme Medcom, État, mais on ne voyait pas l'éducation nationale et l'école. Vous avez commencé à le mentionner et du coup, ça me permet de faire une jonction avec vous, Madame Ferjani, si vous voulez bien. Quel type de collaboration avez-vous mis en place, donc soit avec les gouvernements, soit avec des sociétés comme Facebook, soit avec les écoles? Première question. Puis deuxième partie de la question, quel type de collaboration vous aimeriez avoir si vous n'avez pas encore mis en relation avec tous ces organes? Concernant le programme de protection des femmes contre les violences cybernétiques, nous avions réfléchi à un programme de sensibilisation et de prévention sous forme de workshop dans les différentes écoles. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes, ça commence très tôt aujourd'hui, ça peut commencer à 10, 12 ans, les jeunes ont un compte Facebook, ils ont un compte WhatsApp, etc. Donc, nous avions voulu vraiment initier ce programme
d'aller sensibiliser au sein des écoles, au sein des collèges, au sein des lycées, au sein des associations féminines, de sensibiliser les utilisateurs des réseaux sociaux contre tout ce qui est menace, de les sensibiliser dans l'utilisation pour se protéger le plus possible. Parce que qu'est-ce qui arrive en fait? C'est que les gens ne lisent pas les politiques de confidentialité, les chartes de sécurité qui sont sur l'utilisation, qui sont sur les réseaux sociaux. Personne ne les lit. Et très souvent, les jeunes surtout, ou les femmes aussi, elles utilisent ces réseaux sociaux sans savoir qu'il y a des paramètres de sécurité qu'elles doivent aller consulter et appliquer. Et il y a aussi beaucoup sur le net, il y a aussi beaucoup de sites, de guides de protection contre ces violences. Il y a des sites web, il y a des applications même qui peuvent aider dans ce sens-là. Mais il faut encore le savoir. Il faut les connaître, il faut savoir les utiliser, il faut savoir les appliquer. L'éducation contre ces menaces, elle commence d'abord en famille. Il faut que les parents soient sensibilisés. Et ça aussi, ça faisait partie de nos programmes. Notre programme de sensibilisation devait commencer dans le milieu familial par l'intermédiaire de notre site MedAfrica, qui est très consulté par les familles. Nous avions aussi donc programmé ces workshops, ces différentes sensibilisations, séances de sensibilisation dans les collèges et les lycées, et des sensibilisations aussi au niveau des instances dirigeantes du pays pour instaurer des lois, pour instaurer un centre d'accueil ou des lignes vertes vers lesquelles les gens peuvent se tourner quand ils se sentent menacés. Mais tout ça demande un financement, ça demande des financements, et nous sommes là-dessus. Nous avons contacté plusieurs institutions qui peuvent nous financer parce que c'est des programmes qui coûtent cher, et nous espérons que nous aurions les financements bientôt. Voilà. Alors, merci Madame Ferjani. J'espère qu'il y a quelqu'un parmi l'audience qui vous a entendu et qui va réussir à vous récupérer un petit peu d'argent et de financement. Comme vous le voyez, on a discuté beaucoup de collaboration. Et je vais basculer en anglais une question, a question for Sylvia. We discuss how to manage the existing situation with Facebook as an example, and we discuss also the need to anticipate with the education and the relationship between schools, NGOs, and states. You at Facebook, what type of collaboration are you working with? What are you thinking of develop more? And what type of regulation efforts do you think are necessary to achieve in the coming years, I will say, in order to have something that is enough attractive, but at the same time protecting the population? Mm-hmm. Thank you so much for that, and thank you, Jamila, for all the interesting inputs you have shared, especially around education and within also a home setting, which I believe is very, very important when we are having conversations on online safety. Because this cannot be had in vacuum. You cannot talk to young people alone while their parents are also struggling with online safety issues. It's important to ensure that we are also connecting the conversations and ensuring that we are providing enough information that would enable parents to have these conversations with their young children, and also young children to be able to trust their parents to report what they also need to report to their parents, because we know when it comes to also engaging law enforcement, engaging other authorities that can help over and above the online platforms, it's important to be having those conversations at home. And with that said, we do take collaborations very important at Facebook. We do take partnerships very important at Facebook. And throughout our safety policy process, throughout our safety product processes, and throughout our safety tooling, as well as resources, we do engage with partners. On the policy side of things, and I'll mention around our women's safety policy efforts. I mentioned that we realize that we are not the experts. I am Sylvia. I
handle a very big region with over 70 countries. I cannot claim to be an expert on safety in these regions because the way I do not speak French, so I do not understand how these issues play out. So I will have to rely on Jamila to educate me on what are the safety issues when it comes safety issues in Niger, and how can we work together? What language should we use when communicating with the users? What kind of creative tools should we also employ when we're creating awareness on some of the existing online safety tools and resources that we have? And so in doing this, we formed partnerships with over 400 organizations worldwide to do this particular work, to engage on safety for women. And so some of these partnerships have helped us to develop a women's safety guide, which is available in our safety center. When you go to Facebook/safety center, you will find a women's safety guide. We've developed guides also for a parents hub. So if parents are looking for information on how to stay safe online, how to help their young children navigate the online world safely, we have a parents hub within the safety center where you have all information for parents. And we work with the partners on the ground to, number one, localize this information, because we do realize a lot of these tools and resources have also been developed in America and might not be very relevant for the countries that we're working with in sub-Saharan Africa. And so that's where we also rely on the partners. We share these resources and we see what can we do to localize them. And localizing it goes beyond translation. It goes to what images will speak to the communities that we're working with. What are the cultural contexts that we should take into account when we're communicating our messages? So that's some of the work that we are doing around ensuring that we're engaging, yes, with women, we're engaging with children, we're engaging with parents, we're engaging with the entire family setting when it comes to our digital literacy efforts. I'm so happy to also be part of this conversation because and also for Balkissa. So if you're not working with Jamila, it would be great to see how can we have more conversations that will ensure what you're doing can also be connected with what we're trying to do at Facebook to keep women and children safe online. In terms of the regulation, I would say we have a lot of work to do, especially in sub-Saharan Africa when it comes to regulating the online platforms and having the kind of regulation that would ensure women and children are safe online. Some of the issues that women are currently experiencing on our online platforms, we have policies that look into them. But then when it comes to actioning these policies on the ground, sometimes it's difficult because someone will report bullying and harassment. But if there's no law that addresses this on the ground, then the person who's actually carrying out this crime or carrying out this abuse will not be prosecuted because we do not have a law in Nigeria. We do not have a law in Cote d'Ivoire to be able to handle such cases. So it's important to have in place the right regulations or the right laws that protect the women's experiences online. This law should look at bullying and harassment. This law should look at sextortion. This law should look at non-consensual intimate images. This law should ensure that women are able to have the confidence to express themselves online and not stay away because they are facing abuse. And there's so much, and we're ready to have these conversations with governments, with civil society to ensure that governments are actually putting these laws in place. When it comes to child safety, which is also a very, very important. I know you've been reading articles on the prevalence of child sexual exploitation material on online platforms. And there's so much that we can do as a company. We've employed technology to proactively detect this and remove them from remove and prevent the users from seeing them. We also work with law enforcement around different countries to ensure that these perpetrators of child sexual exploitation or child abuse online are being brought to account. But what I can report from engaging in the continent, we work with an organization called NICMEC, which is the National Center for Missing and Exploited Children, who then take all this content, we report all this content to NICMEC, and NICMEC works with law enforcement to help investigate these cases. But I can say in Africa, we only have Kenya, which is a NICMEC partner. So they have a lot of information that can be investigated, but if law enforcement are also not partnering with them, then that information just stays in the air. We will remove these perpetrators from our platforms. They will not be able to use it. But one thing we're also learning, they're also finding other ways of
or loopholes within technology to set up new accounts to continue abusing children. So it needs to be a multi-stakeholder effort in terms of addressing these challenges. When it comes to women's safety, when it comes to child safety, we need to engage government, law enforcement, the civil society organizations, the tech company, and ensure that we are all working towards the same goal of keeping women and children safe on our platforms. Thank you, Sylvia. Just before having the translation from Balkissa, just a quick question. I'm not sure you can answer, not because it's complex, because it's not an easy question for you. I have on my direct chat one question coming. He said, why the policies rules are so long and so complex to read with an attorney language? Can't we have something more simplified? Plus, as we could accept, because if we do not accept, we do not have access to the platform and or to the mobile app. What could we improve in order to make the user more confident in this type of laws? Yes. In that case. Yes, and I do acknowledge the complexities of anything that you try to translate from legal to any language that can be easily understood, because legalese is very complicated for the normal user. And we do identify that. But when it comes to our community standards, we have tried to break them down into a language that can be easily understood. And let me differentiate between the community standards and our terms and conditions. So the terms and conditions are what you sign on to when you're setting up an account and you want to engage on our platform. It's just like the legal document that like creates a contract between you and Facebook and how you're going to be interacting with the various platforms. The community standards are different. The community standards are now the policies that we use to determine what is right, what is violating content and what is not violating, what should stay up on our platform and what should be brought down on our platforms. And so for the community standards, we have worked with experts, we've worked with internal teams, subject matter experts to also ensure that we have broken down this language so that anyone can be able to understand. And so if you go to the Facebook platform, Facebook/community standards, you will be able to see them. And I know that is not enough, and this is where the partners come in, because the partners also have a way of communicating with their audiences, which as a tech company, we might not have those skills. And so we will work with our partners to ensure that our community standards are also understood by the users on the ground. So if you're engaging with children, we realize for children, you have to use different language when engaging with them. You have to use different examples. So you take our community standards, we have sessions with our partners to also explain to them, why do we mean by our policies on bullying and harassment? What do we mean by our policies on nudity? What do we mean by our policies on hate speech? And so when we break this down to partners, then they're also able to localize this into a language that will speak to the audiences that they're working with. And so they take this away and they engage with they're able to engage with their audiences. So there's so much that we can do, also recognizing that this is a global platform that is catering for close to 3 billion users. And so at times it's difficult to ensure that we are meeting the demands of each and every user. And so that's why we really have to rely on our partners to be able to support us in ensuring that our users stay safe on our platforms. Okay, thank you, Sylvia. Balkissa, I will wish you good luck for the translation, the long translation. Thank you. Merci beaucoup pour la question. Merci Jamila pour les inputs très intéressants qui ont été faits, surtout autour de l'éducation et du fait qu'il faut impliquer les parents, il faut impliquer toute la maison quand il s'agit de l'éducation sur le digital. On ne peut pas parler en vacuum dans un cercle fermé quand il s'agit de l'éducation en ligne. Il est important de connecter toutes les différentes conversations. Il est important que les parents puissent être équipés pour parler avec leurs enfants, les éduquer, les sensibiliser. Mais il est aussi important que les enfants puissent avoir confiance en leurs parents pour pouvoir leur signaler des cas lorsqu'ils sont abusés en ligne. Et comme on le sait, dans nos pays, pour pouvoir engager les autorités, que ce soit la police ou les forces de l'ordre ou la justice, il est vraiment important que les parents puissent aussi être impliqués
dans la conversation. Et à Facebook, nous nous engageons, nous travaillons avec de nombreux partenaires. Nous avons plus de 400 partenaires à travers le monde avec lesquels nous travaillons pour nous assurer que notre plateforme est un environnement dans lequel les femmes sont en sécurité. Et nous savons que nous ne sommes pas des experts. Lorsque je prends mon cas, par exemple, Sylvia, je couvre plus de 70 pays et je ne peux pas prétendre que je suis une experte sur tous ces pays-là. Je dois plutôt travailler avec des experts comme Jamila, qui connaissent bien le contexte de leur pays pour vraiment pouvoir approfondir ma compréhension des problématiques auxquelles les femmes et les jeunes femmes sont confrontées dans le contexte du Niger, mais aussi pour comprendre quel est le type de langage qu'il faut utiliser en communiquant avec ces groupes d'utilisateurs au Niger, comprendre quels sont les outils éducatifs, créatifs qu'on peut mettre en place et qui pourraient parler avec ces communautés-là. Et nous avons, par exemple, mis en place le guide de sécurité pour les femmes en ligne que vous pouvez retrouver en allant sur Facebook/Safety Center, qui en fait qui offre des conseils sur la sécurité en ligne. Nous avons également mis en place un hub pour les parents, un carrefour pour les parents qui comporte différentes ressources sur comment, déjà pour éduquer les parents, mais aussi pour leur communiquer des techniques sur comment ils peuvent communiquer de manière efficiente en créant un environnement sécurisé et de confiance avec leurs enfants sur tous les défis que peuvent représenter l'outil digital et nos plateformes. Donc, nous travaillons vraiment avec un ensemble de partenaires pour localiser le contenu parce que nous reconnaissons aussi, il faut le dire, que nos ressources, nos contenus sont développés aux États-Unis et ne sont pas forcément adaptés aux différents contextes. Pour cela, il est important, il est crucial pour nous de localiser ce contenu-là. Et quand nous parlons de localisation du contenu, de contextualisation du contenu, nous allons bien au-delà de la traduction. Ça va jusqu'à le type d'image que nous allons inclure dans ces contenus-là qui pourront parler à nos cibles, mais aussi la prise en compte du contexte culturel spécifique dans les différents pays. Je suis vraiment heureuse de faire partie de cette conversation qui est très riche et très intéressante. Et pour moi, j'espère qu'on pourra continuer la collaboration avec les différents panélistes qui ont démontré leur expertise sur la question. En parlant de régulation, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de travail à faire en Afrique subsaharienne. En matière de régulation qui garantit la sécurité des femmes et des jeunes filles en ligne. C'est vrai, nous, à Facebook, nous avons des politiques de contenu que nous appliquons lorsqu'il s'agit en fait du comportement des utilisateurs, des abus qui ont lieu sur notre plateforme. Mais maintenant, qu'en est-il de leur application dans la vie réelle? Parce que même si nous prenons action sur notre plateforme, qu'arrive-t-il à ces personnes qui ont abusé de la plateforme, qui ont commis ces infractions-là en ligne? S'il n'y a pas des lois adaptées, s'il n'y a pas un suivi par les autorités de régulation, par les forces de sécurité et judiciaires dans la vie réelle, cela serait sans effet. Ces personnes vont trouver d'autres moyens de revenir et de continuer ces abus-là en ligne. Et il faut des lois dans la région, des lois qui touchent tout ce qui est harcèlement des femmes, qui touchent tout ce qui est partage non consensuel d'images, qui touchent tout ce qui est sextortion ou souvent on appelle ça dans la région chantage à la web coquine. Donc il faut des lois qui sont spécifiques et qui touchent à chacune de ces infractions-là. Et il faut qu'il y ait des mécanismes qui sont mis en place pour s'assurer à ce que ces lois-là sont effectivement appliquées dans la vie réelle, afin que les femmes puissent avoir confiance pour venir en ligne, pour rester en ligne et pouvoir bénéficier des avantages qu'offre l'Internet en sachant qu'elles sont protégées, qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour les protéger.
et qu'elles ont des moyens de recours si jamais elles font face à des abus en ligne. En parlant d'exploitation sexuelle des enfants, nous avons investi énormément dans la technologie pour prévenir et éliminer tout ce qui touche à cette thématique-là. Nous travaillons avec les forces de sécurité pour nous assurer à ce que les perpétrateurs, les abuseurs sont poursuivis dans la vie réelle et sont tenus pour responsables pour leurs actes en ligne. Il y a une organisation NICMEC qui a été mentionnée avec laquelle nous travaillons vraiment, nous signalons dès qu'il y a du contenu similaire qui est mis sur notre plateforme et eux, ils collaborent avec les forces de l'ordre pour s'assurer à ce que des actions soient prises dans la vie réelle. Malheureusement, il faut le dire, cette collaboration-là, quand il s'agit de l'Afrique subsaharienne, elle est beaucoup plus effective au Kenya. Ce qui est dommage parce que cette organisation a énormément d'informations qui pourraient être utilisées pour stopper ces abuseurs-là dans la vie réelle. Et si les forces de l'ordre ne collaborent pas avec cette organisation ou des organisations similaires, ce qui se passerait, c'est que les informations qu'ils ont malheureusement resteront inutiles, ne pourront pas être utiles et ces abuseurs-là continueront de produire, continueront de faire des méfaits en ligne. Il y a un besoin crucial pour les différents acteurs, les différentes parties prenantes de travailler ensemble, main dans la main. Pour la question qui a été posée à la fin, oui, c'est vrai qu'il faut, je reconnais qu'il est la complexité en fait de traduire un langage juridique en un langage normal qui est accessible à tous. Mais quand il s'agit des normes communautaires, des politiques de contenu, des standards de la communauté de Facebook, tout cela veut dire la même chose, nous avons essayé vraiment d'utiliser un langage qui est accessible à tous. Je vais faire ici une brèche pour marquer la différence qu'il y a entre les termes et conditions et aussi les standards de la communauté de Facebook. Les termes et conditions, c'est le document que vous signez, que vous acceptez lorsque vous venez premièrement sur la plateforme et que vous créez votre compte. C'est un contrat entre vous et Facebook sur la manière dont vous allez utiliser la plateforme. Mais maintenant, les standards de la communauté, ça, ce sont les règles de Facebook, un peu comme un règlement intérieur qui donne des informations sur ce qui peut ou ne peut pas être mis sur la plateforme. Et nous avons travaillé avec des partenaires pour décomposer et vraiment rendre le langage des standards de la communauté accessible à tous. Bien entendu, nous comprenons que malgré cela, ça peut toujours être difficile à comprendre et pour cela, nous valorisons les partenariats avec les partenaires locaux. Et ce que nous faisons, c'est que nous échangeons avec eux, nous leur expliquons véritablement tout ce que nous voulons communiquer à travers nos différentes politiques afin qu'ils aient une compréhension vraiment tout azimut de la politique et qu'eux, maintenant, ils puissent s'approprier le contenu et qu'ils puissent descendre sur le terrain, localiser le contenu, utiliser le langage qui parlera aux communautés dans le pays concerné et interagir avec ces communautés-là. Il faut reconnaître que Facebook est une plateforme globale. Nous avons près de 3 milliards d'utilisateurs. Il est vraiment difficile de satisfaire les besoins des uns et des autres. Mais nous pensons qu'avec la collaboration avec les différentes parties prenantes, nous pouvons y arriver tous ensemble. Alors, merci Balkissa et bravo pour la traduction. On a la chance d'avoir Madame Miss Belmond Dogo, qui est secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Bonjour Madame Belmond, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Bonjour Monsieur Zoumou. Bonjour. Pour éviter de perdre du temps, peut-être, comme on a abordé au départ, vous pouvez nous faire un petit état des lieux sur la Côte d'Ivoire pour comprendre un petit peu quel est le statut de la femme et puis l'impact des réseaux sociaux et du numérique en général. Et puis après, nous expliquer ce qui a déjà été mis en place et puis peut-être des points d'amélioration qu'il pourrait y avoir. D'accord, merci. Je pense que pour les femmes en Côte d'Ivoire, l'Internet est un outil très important. Outil qui permet aux femmes d'être en réseautage, aux femmes du monde rural qui l'utilisent de pouvoir vendre ou connaître les différents moments de production.
Pour les femmes entrepreneurs, c'est un outil important pour celles qui font la vente en ligne, pour celles qui font le commerce en ligne. Donc, pour moi, l'outil Internet est nécessaire pour la femme. Mais en même temps qu'il est nécessaire pour la femme, il y a le risque de voir ses données personnelles exposées sur le net, le risque d'être victime des hackers. Donc, pour ces faits-là, les femmes étaient, il y a quelques années, réticentes à l'usage de l'outil informel du fait de la cybercriminalité qui, au départ, n'était pas, n'était pas condamnée par la loi. Mais depuis 2013, il y a la loi en Côte d'Ivoire qui protège les femmes et les enfants contre la cybercriminalité. Nous avons différents articles et il y a eu aussi la sensibilisation à comment utiliser l'outil Internet, parce qu'il y a le fait d'avoir un appareil ou un ordinateur et savoir s'en servir. Donc, il y a eu différentes sensibilisations. La sensibilisation continue parce qu'avec la crise sanitaire, avec le Covid, la plupart des activités se font plus en ligne maintenant. Donc, vous convenez avec moi que les femmes sont plus exposées, surtout celles qui n'ont pas l'habitude d'utiliser l'outil informatique. Et donc, il y a eu, un point d'accélérateur sur la sensibilisation, ensuite sur la protection et les sanctions. Pour les sanctions, la Côte d'Ivoire a mis en place une plateforme qui travaille contre la cybercriminalité, qui travaille en parfaite cohésion avec les différents services de sécurité. Et je dirais que cette plateforme-là a permis aux femmes de dénoncer. Elles le dénoncent peu, mais au moins cette plateforme-là a donné, la place à la femme de dénoncer les différents abus qu'elle subissait. Et donc, cette plateforme-là qui, à chaque fois, fait des sensibilisations, elle a commencé par les écoles parce que nos enfants sont les plus exposés. Il y a une loi en Côte d'Ivoire qui interdit l'enfant à un certain âge d'avoir un téléphone portable, d'avoir accès, à un site Internet. Mais bon, les enfants, par derrière, ils ont les astuces qu'ils ont pour pouvoir obtenir un téléphone portable. Donc, la plateforme de la lutte contre la cybercriminalité a sillonné les écoles, les lycées. Nous avons d'autres organisations non gouvernementales qui militent aussi pour la lutte contre la cybercriminalité, qui ont fait aussi de la sensibilisation. Pour dire qu'en Côte d'Ivoire, le volet cybercriminalité existe, c'est vrai, mais il y a la loi qui est aussi du côté et de la femme et des enfants pour pouvoir les protéger. Mais il faut pouvoir le dénoncer. Et au-delà de le dénoncer, il faut accepter, d'apprendre. C'est ça aussi le plus important. Accepter d'être sensibilisé, accepter d'apprendre ce que c'est que réellement l'outil Internet. Alors, merci Madame Belmonde. Tant que je vous ai, et avant de passer à Monsieur Da, ce que l'on s'est dit tout à l'heure, c'est qu'il existait souvent un cadre juridique, voire des lois, mais qu'elles étaient parfois un petit peu précises, voire un petit peu obsolètes. 5-10 ans en numérique, ça peut être parfois un gouffre temporel. Est-ce que vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, il y a un besoin déjà d'améliorer certaines tout ou partie de ces lois? Et si oui, quels pourraient être les axes pour protéger au mieux les femmes et les populations à risque, comme les jeunes? Oui, il y a un besoin d'améliorer les lois. Faire une loi, je dirais, qui concernera uniquement les femmes, surtout les femmes qui, pour la plupart, quand on fait le pourcentage de cyberviolence en Côte d'Ivoire, nous avons plus les femmes qui voient soit les nudités exposées sur les réseaux sociaux ou des femmes qui voient les images associées à des films porno dans lesquels elles disent n'avoir jamais participé ou elles ne se reconnaissent pas. Donc, nous travaillons à avoir une loi spécifique pour la femme contre la cyberviolence. Maintenant, les différents axes, pour nous, c'est plutôt, je dirais, amener la femme à l'utilisation essentielle et importante de l'outil informatique. Savoir ce qu'elle fait de son outil informatique. Je parlerai plus des femmes du monde rural parce que mon secrétariat, c'est vrai, à l'autonomisation, mais cette année, nous avons consacré l'année 2020 aux femmes du secteur rural qui, pour elles, cet outil est nouveau. En zone rurale, l'outil informatique est nouveau parce que la maman avant,
ne savaient pas l'utiliser, ne savaient même pas l'existence de l'outil informatique. Donc, introduire l'Internet en zone rurale, il y a deux volets. Je dirais, il y a deux cas. Il y a le premier cas qui, pour nous, permet à la femme en zone rurale d'apprendre l'alphabétisation numérique, parce que nous nous sommes rendus compte qu'avec l'alphabétisation numérique, les femmes apprennent rapidement, contrairement à ce qui se passait avant. Mais quand on fait l'alphabétisation via l'outil informatique, elles arrivent à assimiler rapidement. Et ensuite, il y a comment apprendre, je dirais, les différentes saisons. Mais avec l'outil informatique, les femmes arrivent à le faire. Maintenant, le danger qui court autour de tout ça, c'est que ce sont des femmes qui ne savent pas manipuler l'appareil, une chose Internet. Donc, elles peuvent toucher un peu partout. Parce que sur ce même appareil, nous faisons en sorte qu'elles puissent avoir le transfert mobile money. Ce sont des femmes qui savent ni lire ni écrire. Donc, elles apprennent à lire et écrire. On essaie d'ouvrir un compte mobile money parce que généralement, elles ne sont pas, je dirais, elles sont pas aptes à aller dans une banque parce qu'elles ont de petits revenus, elles ont des revenus de subsistance. Donc, on ouvre des comptes mobile money aux femmes du monde rural. Mais le danger, c'est que lorsqu'elles ne savent pas l'utiliser, il suffit qu'un kidam appelle pour dire que le transfert que vous venez de recevoir, c'est une erreur, est-ce que vous pouvez nous le retourner? Et elles le font automatiquement. Et après, on se retrouve avec toutes sortes de plaintes. Les femmes se sont fait arnaquer. Donc, en même temps que l'outil informatique est je dirais, un maillon important et essentiel pour les femmes en zone rurale, il constitue aussi un danger si nous n'arrivons pas à sensibiliser, à canaliser tout ce que les femmes font sur l'ordinateur ou sur la tablette. Alors pour nous, en partenariat avec des ONG, parce que l'État ne peut pas tout faire. L'État aurait bien voulu tout faire tout seul, mais l'État ne peut pas tout faire. Donc, avec d'autres ONG, nous faisons la sensibilisation aux femmes en zone rurale. Nous apprenons aux femmes le danger. C'est bien d'avoir l'outil informatique, mais il y a un danger derrière. Voilà. Merci Madame Belmondo. Monsieur Da, je ne vous avais pas oublié, hein, vous voyez, on a un petit peu de l'actualité. On a parlé tout à l'heure des risques et des abus. On a parlé aussi d'une partie de cybersécurité. Par contre, on n'a pas parlé un petit peu, peut-être que vous pouvez nous en parler, des investigations numériques, peut-être que vous faites dans les cas d'abus au Burkina Faso. Merci bien, Monsieur Georges. Alors, je m'en voudrais d'abord de ne pas souligner deux grandes actions que la CIL a eu à mener depuis 2012 et 2013. La première action, c'était sur recommandation des pouvoirs publics qui ont eu à saisir la CIL pour une étude en rapport avec les conditions d'accès des centres communautaires publics, c'est-à-dire les cybercafés. Justement parce qu'on s'était rendu compte que beaucoup de jeunes étaient exposés au niveau de ces centres d'accès communautaires à l'Internet. Et donc, il y a eu des recommandations qui ont été, sur cette étude, à faire ressortir des recommandations. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, ces recommandations n'ont pas été mises en œuvre et ne sont pas appliquées. La deuxième étude importante que nous avons menée en 2013-2014, c'était, en tout cas, ça portait sur l'usage que font les jeunes des réseaux sociaux. Et donc là aussi, ça nous a amené, comme je disais tantôt, à adopter cette politique ou cette campagne d'éducation nationale au numérique à l'endroit des plus jeunes. Mais pour revenir sur votre question, par rapport au cas d'abus, c'est vrai que la CIL, la mission de la CIL étant de veiller sur les données personnelles, il faut dire que cette mission est restrictive parce que elle ne nous permet pas d'aller au-delà des enquêtes et des investigations. Et nous avons comme attribution de corriger l'identité numérique des citoyens pour les cas de dérive ou d'atteinte. Malheureusement aussi, il faut dire, hein, c'est les cyberprédateurs qui sont derrière les écrans ou derrière les numéros de téléphone. Nous n'avons pas, en tout cas, les prérogatives de faire des investigations pour les dénicher. Alors donc, on a aussi une convention avec le ministère de la Sécurité à travers deux de ces organes, la division technique anti-cybercriminalité. Et tout récemment, je disais tantôt que, tout comme à l'instar de la Côte d'Ivoire qui dispose d'une plateforme, nous avons une brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Et justement, avec ces deux organes, lorsque les plaignants, par exemple, arrivent au niveau de la CIL, nous essayons de faire les signalements dont Mme Idé parlait. Et aussi, nous avons aussi cette faveur de lui envoyer des mails pour diligenter un peu le traitement de ces plaintes-là. Donc, deuxième solution que nous avons, on réfère généralement les plaignants
au niveau du ministère de la Sécurité, qui récupère en fait l'ensemble des numéros de téléphone qui font du cyberharcèlement ou du chantage des femmes victimes. Et donc, on sait bien que le ministère de la Sécurité relève de notre pays, tout comme dans chaque pays, il y a un ministère de la Sécurité. Mais il y a la police des polices aussi qu'elle arrive à activer, c'est-à-dire Interpol, qui, justement, sur la base de certaines réquisitions, facilement, si des numéros sont utilisés dans des pays voisins, ils arrivent justement à mettre cette forme de collaboration pour interpeller, voire mettre la main sur ces différentes victimes-là. Je voudrais aussi souligner un élément. Il y a un véritable problème, la culture de la plainte au niveau de notre pays. Justement, comme on parle des femmes et des enfants, nous avons reçu pas mal de cas que nous avons traités, bien entendu. Mais lorsque on recommande à ces femmes ou à ces femmes ou ces jeunes filles principalement d'avoir le courage de porter plainte, très souvent elles se rétractent. Il est arrivé des cas où c'était des abus même dans des groupes d'utilisation ou d'espionnage des téléphones. Mais généralement, les femmes ont peur d'aller jusqu'au niveau de la plainte parce qu'elles se disent qu'elles seront pointées du doigt par la société. Il y a aussi un autre problème. Pour malheureusement celles qui se font avoir, il y a une forme de stigmate. Parce que voyez-vous, si vous êtes victime de sexting ou d'arnaque à la cam coquine et que vos images se trouvent dehors, montrant votre nudité, et que même malgré qu'on arrive à supprimer les informations, voyez-vous, il y a une forme de stigmate qui vous suit. Et plein de nos victimes, justement, souffrent souvent d'une forme d'instabilité psychologique et nous ne sommes pas en mesure généralement de les accompagner ou leur donner des formes de conseils. Et c'est justement une des limites de nos législations. Et pourquoi pas envisager dans un futur que des autorités ou des structures comme les nôtres puissions avoir des formes de collaboration avec certains types de psychologues qui vont accompagner surtout les femmes et les enfants qui sont victimes justement de la mauvaise utilisation de leurs données sur les plateformes en ligne. Merci. Merci, Monsieur Da. Madame Ferjani, on rentre dans le dernier quart d'heure. Je vous l'avais dit, généralement, ça passe assez vite. Ce que je vous propose, c'est peut-être comme je vous l'avais proposé au départ, d'élaborer un petit peu, d'essayer d'ouvrir notre vision. Sur quoi souhaitez-vous rebondir, Madame Ferjani, et puis peut-être faire un petit peu de prospective et d'imaginer quelle pourrait être une solution, si ce n'est idéale, au moins future pour la condition de la femme et en tout cas sur le net. Pour améliorer ce problème et lutter contre le problème des violences en ligne contre les femmes et les filles, je pense qu'il y a des actions à mener. Il y a des actions à mener, mais c'est une conjugaison d'actions des différents acteurs, qu'ils soient du public, qu'ils soient du privé, en plus de l'action de ces réseaux sociaux, qui ont quand même une grande part de responsabilité dans ça, qui permettent ça. C'est vrai que ce qu'ils permettent comme avantage ne peut pas être comparé avec les désavantages, les inconvénients de ces réseaux sociaux, mais elles ont leur part, ces réseaux sociaux ont leur part de responsabilité et elles doivent aussi participer à la lutte. Comment nous voyons cette lutte? Est-ce que d'abord c'est possible que ce soit éradiqué? Je pense que ce n'est pas possible parce que quelle que soit l'ingéniosité des méthodes de sécurité, de protection, il y a toujours l'ingéniosité des malveillants qui peut jouer, qui peut trouver comment contourner ces mesures. Donc, il y a un travail, il y a un gros faire, en tout cas en Afrique et chez nous, pendant de l'utilisation de la digitalisation, il y a un grand travail à faire actuellement sur la prévention, en espérant qu'un jour, je pense qu'avec l'intelligence artificielle, je pense que ce problème pourrait être vraiment minimisé. Mais en attendant, à notre niveau, il y a des actions à mener dans la prévention, dans la sensibilisation, dans la communication au sein de la société, au sein des différents acteurs pour pouvoir limiter ces menaces-là. Voilà. Merci, Madame Ferjani. Je vous propose, Sylvia, si vous êtes, Sylvia, if you are still connected with us.
Yeah, I was just saying that unfortunately this is the last 15 minutes. It's time to conclude or to have a kind of brainstorming and think about the future of woman situation within the platform. What do you suggest as a way to improve existing system and maybe to imagine a future of this situation? Mm-hmm. Thank you for that. And to start us off, the most important aspect in terms of improving the situation or the environment in which women engage with online and make it safer is by, one, having such conversations where we get to hear from each other and learn from each other. I wouldn't have known about the situation in Niger if Jamila was not sharing it. And so with that information, I'm able to have a better understanding of the context in which our platforms are also working in and how women are also navigating our platforms in those regions. So for one, these conversations are very important. I like that we have government representation with Maxime here, and it's very, very important to include the various stakeholders who have authority in some way when it comes to ensuring that women are experiencing the safety online. So have the tech companies, have the government, have the CSOs, and ensure that we are engaging with each other. And because we have to realize that, as I mentioned before, we can't have siloed effort. So if I'm working on the policies, I'm working on the tools, but government in itself is not creating the legal environment in the countries to ensure that there's legal redress that can be taken or relied on in case women need this kind of services. Maxime also brought out the challenge of yes, women are facing these issues online, but without the offline support, we don't have women's centers or women's shelters in the country. So we can address it online, but if they don't have a place where they can go offline to also get this kind of help, then it's very problematic. So we need to have these conversations. We also invest in women's safety, in child safety. Governments in the continent need to put aside funding, put aside resources to ensure that we're creating the laws, we're investing in this, investing in safety centers. We're also training law enforcement on how to respond when a woman comes and reports that her image has been shared online. So a lot of our law enforcement in sub-Saharan Africa do not know how to respond to this, and sometimes end up even causing further abuse to the woman. So we need to ensure that our respondents are also educated on this. We also need to put in place education systems within our schooling systems to ensure that our educators are aware on the conversations that they should be having with the young people. So digital literacy should be in our curriculums because more young people are engaging online. And if we start engaging them at that point, then they know when we engage, this is how we do it. This is how we report things. And this is the information that we have at Facebook. We can share it with our partners. We can share it with also the government and the educational institutions just to ensure that we're also making your work easier. So it's about communicating, it's about allocating resources towards this, and most importantly, creating awareness. It's our responsibility as Facebook to create awareness. I've been reading through the chat messages and I'm seeing a lot of people are not aware that we have policies that actually address a lot of these abuse issues. We have the resources that would help you report. We have linkages also with organizations that are working on the ground where we cannot be able to provide support, then we can link them to some organizations. So I would say from Facebook, it's our responsibility to find ways of creating more awareness, to build more partnerships, to create also more tools and resources that would ensure that online platforms are safe for our users in general, for women, for children, and other users. Thank you, Sylvia. Thank you for your conclusion. Balkissa, for the translation. Merci pour cette question. Je dirais pour ma part que le plus important pour améliorer la situation ou l'environnement, pour avoir un environnement propice, sécurisé pour la femme et la jeune fille en ligne, et déjà d'avoir de telles conversations,
comme celles que nous avons aujourd'hui, parce qu'elles nous permettent de vraiment apprendre plus sur le contexte dans les différents pays. Si je n'étais pas sur cet appel, je n'aurais pas su, par exemple, quel est le contexte actuel au Niger, quels sont les risques auxquels les femmes font face là-bas, parce qu'il y a Jamila, parce qu'elle en a parlé. Maintenant, j'ai une meilleure compréhension de la situation, j'ai une meilleure compréhension de comment les femmes pour naviguer cet environnement qui est de plus en plus digital et comment elles font pour faire face aux risques potentiels auxquels elles peuvent être exposées en ligne. Autre chose que j'aime par rapport à cette conversation que nous avons, c'est que nous avons différents acteurs. Nous avons le gouvernement qui est là à travers notamment le panéliste du Burkina Faso, de la CIL, et aussi à travers la représentante de la Côte d'Ivoire. Il est important vraiment que les entreprises technologiques telles que la nôtre, que les organisations de la société civile telles que celle de Jamila, que les gouvernements puissent continuer à travailler ensemble, que nous travaillons main dans la main pour pouvoir offrir un environnement sécurisé pour la femme en ligne, parce que nous ne pouvons pas, à l'heure du digital, travailler en silo. Nous, à Facebook, si nous mettons en place des politiques, comme je l'ai mentionné tantôt, mais qu'il n'y a pas de loi en place ou des systèmes en place dans la vie réelle pour mettre en application ces politiques-là ou pour veiller à ce que les abuseurs soient tenus pour responsables de leurs méfaits dans la vie réelle, nous ne pourrons malheureusement pas avancer. Monsieur Maxime avait mentionné tout à l'heure les abus en ligne. Oui, il y a des abus en ligne, mais il a également parlé du fait que malheureusement, il n'y a pas, très souvent, il n'y a pas de soutien qui est offert aux femmes hors ligne, en parlant notamment du cas de la stigmatisation, du fait qu'il faut des centres qui sont spécialisés pour pouvoir apporter un soutien aux femmes lorsqu'elles sont stigmatisées, pour continuer à leur apporter les conseils, mais le soutien psychologique dont elles ont grandement besoin après avoir été exposées à de tels abus. Les gouvernements ont besoin de mettre de côté des ressources, d'investir des ressources pour créer cet environnement sécuritaire. Ils ont aussi besoin et ils doivent continuer à former les forces de sécurité et les autorités judiciaires sur la question. Et je pense également qu'il est vraiment crucial que nous repensons notre système éducatif pour nous assurer à ce que les éducateurs, les enseignants soient également formés. Ils font partie intégrante de cette stratégie-là si nous voulons vraiment arriver à minimiser les risques en ligne et à sécuriser la présence des femmes, des plus jeunes lorsqu'ils sont en ligne. Là, l'éducation digitale doit faire partie intégrante de notre curriculum scolaire dans la sous-région. Comme vous le savez, lorsque nous commençons très tôt avec les enfants, nous les aidons, nous contribuons à faire d'eux des citoyens responsables en ligne. Donc pour moi, c'est vraiment la communication, l'allocation des ressources et la sensibilisation. Le fait est qu'il y a beaucoup à faire et nous, à Facebook, nous continuons à investir dans tous les différents aspects qui ont été mentionnés, notamment les politiques, les produits, les partenariats, les ressources et les programmes. Donc, pour nous, c'est vraiment important de continuer à échanger avec les experts en externe pour approfondir notre connaissance, mais aussi créer des partenariats qui nous permettront vraiment de pouvoir attaquer ce problème-là tous ensemble, tous allant dans le même sens. Merci beaucoup Balkissa pour cette traduction. Je vous propose de continuer avec la conclusion de Monsieur Da, si vous voulez bien. Il faut activer votre micro, Monsieur Da. Merci. Voilà, juste, je vais vous lire le mot de Madame Balkissa.
Je pense que l'approche singulière a montré ses limites. C'est vrai que chaque État essaie de battre du peu. Justement, il faut des cadres de concertation comme en vue qu'on puisse se donner en fait des idées, des pistes, pourquoi pas. Et cette action est l'effort de tous, non seulement les dirigeants politiques, les organisations de la société civile, les enseignants, les parents d'élèves. Il faut une action communautaire plutôt que de mettre en place des structures qui vont vouloir travailler à vase clos. Il faut qu'on arrive effectivement à trouver ces cadres fédérateurs et trouver des actions spécifiques pour le bien-être de la femme et de l'enfant. Merci. Merci, monsieur Dar. Je vais donner la parole à Madame Miss Belmondogo. Vous n'avez pas pu parler beaucoup, donc je vous laisse faire un petit peu une grande conclusion si vous le souhaitez. Oui, je n'ai pas parlé beaucoup parce que j'étais en conseil de gouvernement, donc je m'excuse pour le retard accusé pour la webconférence. Mais en conclusion, je dirais qu'il faut avoir plus d'action pour la sensibilisation, prévenir les cyberviolences envers les femmes et surtout les jeunes filles grâce à une formation, l'apprentissage, l'organisation des campagnes et le développement communautaire afin de faire évaluer les attitudes. Et ensuite, mettre un accent et un point d'honneur sur la surveillance et avoir recours à des pratiques responsables. J'ai dit un accent sur la surveillance parce que la Côte d'Ivoire, au travers de la plateforme contre la cybercriminalité, a mis un accent quand même sur la veille dans les cybercriminalités, dans les cyber. On dit cyber, un espace où il y a plusieurs ordinateurs, où je dirais un homme lambda ou une femme peut rentrer, faire un traitement des tests ou bien se connecter et repartir. Et généralement, ces endroits-là sont les nids de cyberattaques. Et donc, il y a eu un accent particulier sur ces différents sites, ce qui fait que nous avons moins de cyberattaques provenant de ces cyber-là parce que la police a fait un travail formidable. Mais cela ne va pas dire que ça n'existe plus, ça existe toujours. Mais la police a fait un travail formidable, donc le taux a un peu chuté. Ensuite, aller aux sanctions. C'est vrai que nous avons des thèses de loi qui, je dirais, sont dans la généralité. Nous n'avons pas des thèses spécifiques de loi qui condamnent la cyberviolence contre les femmes ou les enfants. Donc, nous allons travailler à faire en sorte d'avoir des lois contre la cyberviolence pour la cyberviolence contre les femmes et les enfants. Ensuite, ce qui serait important, c'est de faire en sorte que Internet soit un espace sûr. Que Internet soit un espace sûr et respectueux pour toutes les femmes, surtout pour les femmes. Ensuite, les enfants, mais d'abord pour les femmes. Parce que tant que la femme n'a pas confiance à l'outil Internet, elle ne pourra pas encourager son enfant à y aller. Parce qu'elle va se dire, c'est le nid des voleurs, c'est le nid des brouteurs, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est un nid de cyberviolence. Donc, il faut faire en sorte que Internet soit un espace sûr et respectueux pour les femmes parce que nous l'avons essayé en zone rurale. Nous avons vu que l'Internet a changé la vie des femmes en zone rurale. L'Internet a apporté un plus aux femmes en zone rurale. Et donc, pour nous, c'est un outil important. Un outil important si nous voulons arriver à avoir des femmes autonomes en zone rurale. Elles doivent être en mesure de se servir de l'outil Internet sans avoir à courir le risque de voir les vies exposées. Voilà, en gros, la conclusion que je voulais apporter et dire merci pour la conférence, même si je n'ai pas suivi au début. J'espère que je pourrai la reprendre après et puis me permettre de comprendre et assimiler ce que Jamil a dit, ce que Maxime a dit, savoir ce que les autres pays font contre la cybercriminalité et la cyberviolence. Merci beaucoup, Madame Belmondogo, d'avoir participé. Premièrement, merci pour votre présence. Moi, ce que je retiendrai, c'est que de toutes les discussions qu'on a eues pendant cette heure et demie, c'est que cette menace, elle est dynamique, c'est une évolution qui est dynamique, donc elle est difficile à cibler, difficile à cadrer. Je noterai aussi que le temps de la loi est très lent comparé au temps du numérique et que les ajustements nécessaires pour un cadre juridique sont toujours trop lents par rapport à l'évolution du numérique, ce qui m'invite à penser qu'il doit y avoir des partenariats, et ce dont on a parlé beaucoup, entre les organisations non gouvernementales
ainsi que le secteur public et le secteur privé pour arriver au plus vite à, premièrement, éduquer les plus jeunes pour que les futures générations soient déjà sensibilisées aux problèmes d'Internet, aussi au succès d'Internet, et aussi éduquer la population existante, les parents, les grands-parents même, et les femmes actives aux dangers et aux avantages d'Internet. Voilà. C'est sur ces mots que je rends la parole à Soukaina et que je vous remercie toutes et toutes à nouveau d'avoir pu participer à ce débat. J'espère que ça vous a plu et je te rends la main, Soukaina. Merci. Merci Jean-Noël. Donc malheureusement, notre débat touche à sa fin. Je tiens à remercier chacun de nos chers panélistes pour la qualité du débat et aux participants pour le temps consacré à cette web conférence. Moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain avec de nouveaux intervenants et une nouvelle thématique qui est la protection de l'intégrité des élections en Afrique. Et sur ces derniers mots, je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt. Merci Soukaina et j'en profite juste pour remercier Balkissa pour la traduction. Effectivement, elle fait du bon travail en tout cas. Merci à tous. Au revoir à tous.